L'heure exacte. Donc bonjour, bienvenue. Heureux de passer ce temps ensemble. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore notre association, je rappelle que c'est l'association Chrétien et Culture qui organise cette conférence sur le thème de la fraternité. Voilà. Merci tout spécial à Véronique Fayet, donc présidente du Secours catholique, d'avoir accepté d'être un peu notre grand témoin du jour. Et c'est elle qui nous fera l'essentiel de la conférence sur le thème. Mais avant de la présenter, je voulais me présenter déjà personnellement. Je suis le Père Luc Jourdan, donc président de cette association. Et vous verrez les différentes personnes qui s'occupent des conférences au fur et à mesure dans le débat qui vont intervenir. Voilà. Véronique Fayet est donc présidente du Secours catholique France. Je la présente rapidement. Après une maîtrise de sciences économiques orientée sur l'économie des pays en développement, Véronique Fayet s'est rapidement engagée dans la vie associative. Suite à une expérience au sein des camps d'été d'Emmaüs, puis dans une association tournée vers l'alphabétisation de travailleurs immigrés et un séjour en Afghanistan, elle a rejoint ATD Quart Monde de 1979 à 1989 pour prendre en charge les relations institutionnelles du mouvement à Bordeaux. Elle a ensuite été conseillère municipale de Bordeaux de 1989 à 1995, puis adjointe au maire chargée des politiques de solidarité. Elle a également été membre du Conseil national de lutte contre l'exclusion de 2002 à 2007 et vice-présidente de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale. Avant son élection au poste de présidente du Secours catholique en 2014, Véronique Fayet avait mis fin à l'ensemble de ses mandats. Et donc, elle est en fin de mandat de présidente donc, du Secours catholique encore jusqu'au mois de juin. Merci d'avoir pris du temps pour nous. Je présente, donc avant de donner la parole à Véronique Fayet, on a demandé à 3 témoins de chez nous, 3 acteurs de fraternité, de nous donner un bref témoignage de la manière dont ils sont engagés dans cette fraternité, très concrètement sur le terrain. Donc une bénévole du Secours catholique de l'Hérault, Simone Maffreboger, qui doit faire un témoignage. Elle devait faire un témoignage avec Marouane. Elle va le présenter, mais qui est malheureusement malade ce soir, donc elle sera son porte-parole. Elle anime le Café solidaire des migrants. Le second témoin, c'est Rita Nabé, qui est infirmière à l'hôpital local de Clermont-Lérault. Elle nous fera part de son expérience à l'international. Et puis, Jean-Louis Catala, prêtre sur La Paillade, qui, à Montpellier, dans un quartier majoritairement musulman, et qui nous dira comment lui et sa communauté envisagent cette présence fraternelle dans un quartier où à la fois très métissé et où la religion musulmane est très largement majoritaire. Voilà. Quelques consignes pour la conférence. Je vous rappelle qu'il faut que vos micros soient coupés. À la suite des différents témoignages, il sera possible de poser des questions. Pour cela, vous avez 2 possibilités, soit de lever la main et vous avez un petit... Vous avez sur l'écran une possibilité de faire la main que vous demandez la parole, soit vous avez un chat là où il y a marqué converser et vous pouvez au fur et à mesure écrire vos questions et vos réactions et des animateurs noteront ces questions et les poseront aux différents intervenants de la soirée. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Et donc, je propose à Simone Maffreboger de commencer et d'ouvrir cette soirée. Merci à elle, c'est à vous. Bonjour à tous. Alors donc,
Comme cela a été rappelé, cela devait être un témoignage à deux voix avec un réfugié yéménite, Marwan. Alors, étant malade, je vais essayer de faire son porte-parole du mieux possible, car nous avions préparé ensemble. Alors d'abord, mon témoignage de bénévole. Alors en 2015, le Secours catholique à Montpellier a voulu créer un café solidaire qui serait un lieu d'accueil fraternel pour les demandeurs d'asile et pas un lieu supplémentaire de distribution de nourriture ou d'aide financière, juridique ou sociale. Et nous avons pris le parti de les orienter vers ces lieux administratifs ou associatifs, de les y accompagner en marge du café solidaire. Donc cet espace de fraternité était un pari avec plusieurs défis auxquels nous avons été confrontés au fur et à mesure. Et j'en ai identifié trois. Alors le premier défi, c'était de reconnaître la différence comme une source de richesse et pas de source de surplomb entre ceux qui ont un toit, un métier, une famille, des réseaux d'amis, et ceux qui n'en ont pas parce qu'ils ont tout quitté pour fuir leur pays. Et l'élément décisif a été de ne pas limiter ce lieu à une rencontre individuelle autour d'un café, mais de mettre en place chaque semaine une animation collective en faisant un grand cercle avec une dizaine de bénévoles et de 10, 20 ou 30 migrants selon les semaines pour se présenter, mémoriser ce que l'autre voulait bien dévoiler de lui-même par le biais de jeux, de mimes, de sketchs, de chants. Et cela a transformé ce clivage entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas pour découvrir des talents, des compétences, des richesses, des espoirs, des rêves, et donc se découvrir frères et sœurs en humanité, alors que tous ne maîtrisaient pas toujours bien le français et que les codes culturels bien différents pouvaient conduire à des malentendus. Alors, il y a eu ainsi des moments très forts autour de repas, de fêtes, de pièces de théâtre, de poèmes, de chants, d'expositions de peinture qui transformaient des visages un peu assombris au départ en sourires éclatants et en grandes embrassades. Alors ça, c'était le premier défi. Le second défi, c'était de pouvoir traverser avec eux également des incertitudes, des déceptions, des échecs. Quand arrivait de l'OFPRA ou de la préfecture des réponses négatives et de résister à la tentation de se transformer en ONG humanitaire ou politique pour être leur sauveur. Et c'est là où les réunions d'équipe ont été décisives pour relire, garder le cap de la fraternité en les accompagnant. Troisième défi, ne pas mettre la main sur l'autre en se l'appropriant et en l'enfermant dans ce qu'on voudrait qu'il soit ou qu'il fasse, et le laisser libre de ne plus donner de nouvelles et de faire des choix qu'on pouvait trouver risqués, mais qui leur appartiennent. Là aussi, ça a été le rôle indispensable de la réunion d'équipe, de la relecture et d'une règle de l'accompagnement au secours catholique, c'est d'être toujours à deux pour essayer d'éviter ce type de dérive. Donc voici un peu les trois défis qu'on a un peu à garder en tête en permanence en tant que bénévole pour passer d'une fraternité rêvée à une fraternité véritable. Alors maintenant, Marwan, lui, son témoignage voulait dire que le café solidaire a été pour lui véritablement sa seconde famille, avec des frères et sœurs donc, de Montpellier, mais aussi des frères et sœurs migrants comme lui. Et cela a été pour lui un soutien et un ancrage décisif pour ses démarches, pour avoir un statut, puis une formation, un logement et maintenant un emploi. Et ce qui a compté, ce qu'il m'a bien dit, ce qui a compté pour lui, ça a été la possibilité de rencontres individuelles, alors en marge du café solidaire, autour d'un repas chez plusieurs bénévoles, pour exprimer et dire ce qu'il ne pouvait pas dire en grand groupe, à partir de ce grand groupe.
Donc, pour nous, c'est vraiment la rencontre qui a été au centre de tout et qui a permis de balayer des préjugés et de créer cette fraternité. Or, depuis le 15 mars, on n'a plus ces possibilités de rencontre. Tout a été suspendu. Et donc, nous avons pu maintenir les contacts avec un certain nombre de réfugiés dont nous avions le numéro de téléphone pour voir comment ils allaient par téléphone. On a pu se retrouver entre deux confinements à 6, 8 dans des parcs de temps en temps, mais nous n'avons plus pu accueillir de nouveaux réfugiés, puisqu'il n'y avait plus de rencontres possibles. Et alors, une autre initiative dont Marwan voulait parler, qui a beaucoup compté pour lui et qui a approfondi les liens de fraternité avec donc ceux qu'on avait pu maintenir, ça a été en mai dernier, il y a eu l'appel mondial du Haut Comité pour la fraternité humaine à une prière commune pour aider l'humanité à surmonter la pandémie. Et alors, à plusieurs bénévoles, donc nous avons répondu à l'appel du pape en se retrouvant à une vingtaine, chrétiens et musulmans, à peu près équivalents, en audioconférence. Parce que la visioconférence posait trop de problèmes, il y en avait trop qui n'arrivaient pas à se connecter. Et alors, un groupe de paroles d'humanité est né et a continué de se réunir plusieurs fois depuis. Et le bilan, pourquoi on le reconduit, ce groupe, c'est parce que ça nous a véritablement montré que la fraternité, avec la pandémie, était devenue une urgence. Nous avons vu et senti combien nous avions besoin les uns des autres pour vaincre ce virus, pour vaincre l'isolement, le repli sur soi. Et nous nous sommes sentis, par ces partages, souvent très spirituels, hein, où chacun exprimait aussi des prières, nous nous sommes sentis encore plus frères et sœurs en humanité, et cela a constitué pour chacun un peu un appel à agir pour un monde qui soit plus juste et plus fraternel. Voilà, j'espère avoir tenu le temps. Merci Simone, merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Je passe la parole à Rita. Bonsoir tout le monde, donc je m'appelle Rita, j'ai 37 ans, je suis infirmière à Clermont-Lérault. Donc je suis en France, ça va faire 7 ans et donc du coup là on m'a demandé de parler un peu de mon expérience. Donc j'adore voyager, c'est un de mes grands rêves où j'adore connaître les gens et pouvoir faire quelque chose à chaque fois que je vais dans quelque part. Donc là, Julie, elle m'a demandé si je pouvais parler un peu d'un de mes voyages, que j'ai discuté un peu avec elle, que je lui ai parlé. Donc, ça fait un an, quand ça a débuté le Covid, je suis allée à São Tomé et Príncipe, si les gens le connaissent, c'est à côté d'Afrique, en face du Ghana. Donc, c'est une île où on parle le portugais, où il y a beaucoup, beaucoup de pauvreté, où il n'y a pas un accès aux médicaments facilement, où à l'époque, il n'y avait pas encore des Covid, où je suis allée avec ma fille et mon mari, une amie. Et pendant le voyage, voilà, on a bien compris qu'il n'y avait pas assez de médicaments. Donc, je m'étais prévue d'amener plein de médicaments au cas où s'il y avait besoin. Et là-bas, j'ai eu l'opportunité, voilà, avec des petites choses que j'ai ramenées, de pouvoir aider un monsieur qui nous avait pris dans le bus, qui était vachement gêné par un problème de peau, où il n'y avait pas accès aux médicaments, que ça coûtait hyper cher, plus que son salaire du mois pour pouvoir se traiter, où j'ai pu avoir dans ma valise des médicaments qui pouvaient être utiles dans son problème de peau. Actuellement, je maintiens encore le contact avec lui et d'autres personnes où j'essaie d'envoyer des médicaments et des choses qui peuvent les aider là-bas et qu'ils n'ont pas accès facilement. Donc, je continue à avoir contact et là, actuellement, parfois, j'ai une des personnes qui m'envoie des messages et des photos des plaies et des problèmes où je peux aider, autant qu'infirmière, à régler et à aider ces gens-là qui n'ont pas le même système que nous, on a la chance d'avoir en Europe, tout ce qu'on a, quoi. Donc, voilà. Après, j'ai aussi eu une autre expérience au niveau de fraternité autant qu'infirmière, dans ce cas-là au Portugal, dans un établissement de provisionnel où il y a des femmes qui ont des enfants et qui accouchent et qui malheureusement, ils ne peuvent pas être à côté d'eux en permanence.
Donc, nous, moi, j'étais volontaire dedans et j'aidais les mamans et les enfants voilà, au niveau psychologique, j'aidais les enfants dans toutes ces activités et scolaires, aussi dans des problèmes qui pouvaient être détectés au niveau infirmière, au niveau de l'évolution de ces états cognitifs, etc. On essaie de faire des dépistages de façon gratuite où je donnais 1 à 2 jours par semaine où on passait la journée entière avec eux, on les aidait dans toutes ces activités journalières parce qu'ils n'avaient pas ses parents à côté. Voilà, donc mon témoignage, j'espère avoir compris le temps. Voilà, l'exemple qu'on peut aider tout le monde indépendant de sa race, sa culture, et c'est qu'une richesse et qu'on a tous à apprendre avec les autres. Et plus on donne, plus on va recevoir, je suis sûre. Et c'est tellement naturel de pouvoir aider quelqu'un avec un minimum de choses que Oui. si on fait tout ça, je pense que les choses elles pouvaient beaucoup plus évoluer malgré le Covid ou pas Covid. Je pense que l'essentiel, il est là, la fraternité, comme on parle là aujourd'hui. Merci beaucoup, Rita, de ce témoignage. Je Merci passe à vous. la parole à Jean-Louis. Jean-Louis? Jean-Louis? Vas-y, Jean-Louis. Alors, j'ai été mis en sourdine par l'animateur. C'est pas terrible, ça. Vas-y, c'est bon. Tu peux y aller, Jean-Louis. Tu peux y aller? Bon. Représente-toi quand même. Oui, bonsoir à tous. Je suis Jean-Louis Catala. Je suis un prêtre ouvrier et je suis aussi au service d'une petite paroisse qui se trouve sur les quartiers nord-ouest de Montpellier, Celle-Neuve, La Paillade. Bien sûr, le thème de la fraternité, c'est formidable. On est tous pour. Et théoriquement, c'est vraiment un pilier, me semble, hein, vraiment pour la mission de l'Église, d'être au service de la construction de la fraternité, au service du bien commun dans nos quartiers. Après, je vais faire quelques précautions oratoires quand même pour ne pas me payer de mots et faire des grands discours. D'abord, bien sûr, il y a le contexte sanitaire qui fait que il y a beaucoup de relations qui sont amoindries, qui sont même détruites. C'est vraiment très, très compliqué. Ensuite, concrètement, notre petite communauté catholique se trouve dans un quartier, je parle en particulier à La Paillade, il y a 80% de musulmans. Mais nous sommes là, notre église est ouverte, j'espère dans tous les sens du terme, et ça fait vraiment une présence qui peut avoir vraiment beaucoup de sens. Mais ce n'est pas évident, on est vraiment peu de choses. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que notre petite communauté est âgée, comme toutes les communautés chrétiennes actuellement. Et ce sont des personnes âgées qui sont souvent un peu en fin de parcours, qui ont été très engagées. Et maintenant, c'est difficile, on est de moins en moins nombreux. Cela étant, il y a toute une tradition de présence, d'amitié, dans la gratuité, en particulier avec nos amis musulmans, qui sont très nombreux. Là aussi, je ne vais pas me payer de mots, nous n'avons pas énormément de contacts, mais il y a des contacts. Moi, je peux dire que personnellement, il y a quelques véritables amitiés qui ont grandi. Puis il y a les contacts avec les gens du quartier et les contacts avec les différentes mosquées. Il y a 7 ou 8 mosquées, on ne s'y reconnaît pas tellement. Je suis allé pas plus tard qu'avant-hier à la mosquée Averroès, la grande mosquée, et là je connais beaucoup de personnes, c'est vraiment très fraternel, on est très bien accueillis, c'est formidable, mais il y a un monde fou, c'est vraiment incroyable. Il y a aussi un élément qui à mon avis n'est pas très facile, c'est le fait que nos amis musulmans qui sont dans nos quartiers, ce sont des gens qui sont des migrants, n'est-ce pas? C'est pas comme si nous étions à Rabat ou à Casablanca où nous bénéficierions de l'accueil formidable des Marocains. Là, ils sont eux-mêmes dans une situation assez précaire et ils ne sont pas dans une situation d'accueillir. Et concrètement, c'est vraiment très rare qu'on puisse être accueilli dans des familles marocaines, etc. Donc, c'est vraiment très limité. Je ne veux pas me payer de mots, mais le sens de la présence est là. Et lors de certains événements, on s'aperçoit que ça fait sens. Par exemple, peut-être ça ne vous a pas échappé que voici quelques mois, il y a eu des dégradations, des choses pas terribles dans notre église. Et à ce moment-là, nos amis musulmans sont vraiment venus avec une présence extraordinaire, se sont exprimés
là, on a senti tous les liens d'amitié qui avaient grandi avec ces gens-là depuis des décennies. Mais là, vraiment, ça a été vraiment extraordinaire. La fraternité, bon, dire que moi je vis la fraternité, je ne veux pas me lancer dans ce genre de discours, mais en tout cas, je reçois beaucoup de choses, en particulier aussi, j'ai la chance dans ce presbytère de la Paillade de pouvoir partager un peu la vie d'autres personnes. Nous sommes 14 au presbytère et des gens de 6 nationalités. Il y a plusieurs familles de réfugiés et c'est formidable vraiment de pouvoir recevoir, etc. Par exemple, pour ne rien vous cacher, ces derniers temps, j'ai attrapé le Covid, j'étais j'étais confiné dans mon… Et ils ont été formidables, ils ont été aux petits soins avec moi, c'était vraiment extraordinaire. Je vais m'arrêter là, mais je crois véritablement, pour revenir à l'essentiel, que cette construction dans la gratuité, dans le respect de la fraternité avec tous, c'est vraiment fondamental. Mais nous sommes pauvres, pauvres, pauvres et petits, et puis je ne veux pas me payer de mots. Merci. Merci beaucoup, Jean-Louis. Merci. Bon, ben voilà 3 témoignages sur le vif de la manière dont chacun vit, essaie de vivre et d'être engagé dans la fraternité. Je donne maintenant la parole à notre grand témoin du jour. C'est à vous, Madame Fayet. C'est mieux, hein, c'est mieux. Merci. J'ai mis le max. Oui, non, on ne peut pas. Tu as vu, ça va trop pour vous, ça va? C'est tout en haut, je ne peux pas. Non, merci bien là. Il y a des micros à couper là. Ah. Madame Fayet, c'est à vous. Non, elle nous a... Avec le micro, c'est mieux. Le micro des... Oui. Voilà. Bon, ben, bonsoir à tous et toutes. Je vois qu'on est combien? 65 connectés, mais je sais qu'il y a derrière les écrans, quelquefois, il y a plusieurs personnes. Voilà, donc ce qui serait sympathique, c'est de pouvoir parler un petit peu. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long après ces 3 témoignages qui étaient extrêmement intéressants. Donc, je vais, comme ça m'était demandé, un peu croiser la lecture de Fratelli Tutti que j'ai faite dès que c'est sorti, là, au mois d'octobre, que j'ai trouvé d'une très grande richesse. Et puis l'expérience du secours catholique en France et à l'étranger, voilà, pour voir un peu après comment concrètement, je terminerai par ça, comment concrètement on peut s'engager, faire des gestes individuels ou collectifs, ou voire politiques aussi, parce que c'est important d'aller jusque-là. Alors en introduction, je voudrais d'abord souligner l'audace du pape François quand même, parce que je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu Fratelli Tutti, mais quasiment dès la 2e page ou 3e page, il parle de sa grande amitié avec le grand imam Al-Tayeb, et il dit « nous » d'ailleurs. Il dit « nous avons constaté, nous, l'imam et moi, qu'il y a effectivement beaucoup de progrès dans l'humanité, des progrès techniques, des progrès dans tous les domaines, mais par contre qu'il y a un retrait des dimensions éthiques, les valeurs spirituelles ne sont plus respectées. Voilà. Donc ce « nous », je trouve, est très frappant, et on voit la force de cette amitié parce qu'il dit même que c'est le grand imam qui l'a encouragé à écrire. Alors, vous savez qu'ils avaient déjà écrit ensemble, enfin qu'ils avaient déjà eu une grande rencontre et que le pape avait écrit le discours d'Abu Dhabi en février 2019, qui est un très beau discours sur la fraternité humaine et pour la paix mondiale. C'est vraiment quelque chose qu'il faut relire si vous avez le temps. C'est comme toujours avec le pape François accessible. Voilà. Et ça, il a récidivé son geste d'amitié il y a très peu de temps, quand il a été en Irak et qu'il a rencontré l'ayatollah chiite, parce que le grand imam El-Tayeb est un sunnite, et donc il voulait aussi voir les chiites. Et il a dit une phrase magnifique, il a dit « il m'a fait du bien à l'âme ». Voilà. Donc on sent que cette amitié avec les grands responsables musulmans, c'est pas du flanc, comme diraient les jeunes, c'est vraiment quelque chose de très profond qui marque beaucoup notre pape. Et donc, c'est quand même très audacieux. Moi, au début, je me suis dit quand même, il y a du culot dans l'état du monde actuel, avoir l'audace de revendiquer cette amitié avec l'islam, alors que nous, en France, on a connu l'assassinat du père Hamel il y a 2 ans, les monstrueux attentats de Nice dans l'église Notre-Dame de l'Assomption au mois d'octobre dernier, alors que
au Burkina Faso. On sait que nos amis la Caritas du Burkina souffrent parce que des chrétiens sont victimes d'attentats, au Nigeria, de partout. Donc nos relations avec les musulmans sont quand même pas au top. Mais comme Saint François, il y fait allusion aussi au départ, comme Saint François qui va rendre visite au grand sultan d'Égypte en pleine période des croisades. Il faut imaginer ce que c'était que les croisades à l'époque qui divisaient le monde, et vraiment c'était des guerres sanglantes des chrétiens, enfin des catholiques même, contre les musulmans. Eh bien, au milieu de cette période extrêmement tendue, justement, Saint François va rendre visite au sultan. Et là, je pense qu'il y a un signal du pape François qui, au milieu de toutes les tensions du monde, célèbre son amitié et écrit une encyclique sur la fraternité avec les encouragements de deux grands imams, l'un sunnite et l'autre chiite. Et pourquoi il fait ça? Pourquoi il nous indique ce chemin de fraternité, de dialogue, de paix? Parce qu'il veut faire renaître un désir universel d'humanité. Pour, je le cite, pour rêver ensemble comme des enfants de cette même terre, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, mais tous frères. Voilà. Il veut que nous rêvions ensemble. Et comme il a de l'humour, il dit, oui, il faut rêver ensemble parce que si on rêve tout seul, c'est un mirage souvent. Donc, il faut rêver ensemble. Et cette insistance sur la communauté que nous formons, comme ce soir, aujourd'hui, est importante. Qu'est-ce qu'on peut rêver ensemble? Alors, le premier point que je voulais développer et sur lequel il insiste beaucoup dans cette encyclique, alors ça ne m'avait pas frappé à la première lecture, mais maintenant je vois à quel point c'est important. Il dit à plusieurs reprises, personne ne se sauve seul. Plusieurs fois, il répète ça. Quelquefois, il le dit d'une autre manière un peu plus triviale. Il dit, nous sommes tous dans le même bateau. Voilà, de manière un peu plus familière pour être sûr qu'on comprenne bien. Et ça, c'est une leçon issue de la crise du Covid. Voilà, je pense, comme le disait tout à l'heure Simone, on a vraiment mesuré après cette crise sanitaire à quel point la fraternité était vitale, était une urgence vitale. Eh bien, il dit, le pape, cette crise nous a appris que personne ne se sauve tout seul. Alors, parce qu'après, en tant que chrétien, puis en tant qu'homme ou femme, on a plusieurs solutions. Soit on fait l'autruche, on se referme dans son monde, soit on choisit, comme l'a dit Rita aussi, soit on choisit d'écouter les cris du monde, cette clameur de la terre et cette clameur des pauvres, dont le pape a parlé dans Laudato aussi, qui nous invite à écouter ensemble, toujours liés. Est-ce qu'on a envie de l'écouter ou est-ce qu'on a envie de se boucher les oreilles pour rester bien tranquille chez nous? Et c'est vrai que cette clameur du monde, grâce aux réseaux sociaux, c'est un des bons côtés des réseaux sociaux, elle nous rejoint. Ce matin, notre directeur de la Maison d'Abraham à Jérusalem, là, qui est un lieu d'accueil pour les pèlerins pauvres, un lieu où vous êtes d'ailleurs tous invités, qui domine la vieille ville de Jérusalem. Il nous a envoyé une petite vidéo où on entendait les coups de feu, les cris. Et donc, vous avez vu dans les journaux qu'il y avait des affrontements très violents et très importants à Jérusalem entre les musulmans et les Israéliens. Bon, c'est la fin du Ramadan, c'est des périodes de grande tension. Voilà. Donc ça me rejoint, ça me touche. On sait par nos partenaires des Caritas de Birmanie ou d'Inde à quel point la situation est violente actuellement chez eux, à quel point c'est difficile. Et là, c'est plus chrétien-musulman, c'est aussi hindou-musulman, enfin, bon, c'est différentes guerres de religion. Et puis, je voulais m'arrêter un tout petit peu sur les violences économiques beaucoup plus silencieuses. J'ai été très touchée par la lecture il y a quelques jours dans La Croix l'Hebdo. Certains d'entre vous peut-être sont abonnés, celle le numéro de fin avril, du 25 avril, sur l'implantation de Total en Ouganda. Et j'ai été vraiment très bouleversée par la lecture de ce reportage. Donc en 2006, on a découvert du pétrole en Ouganda. Donc évidemment, les responsables politiques au pouvoir en Ouganda se sont dit chouette, vite, des sous. D'ailleurs, ils disent c'est mon pétrole. Alors il faut savoir qu'en Ouganda, l'homme qui est au pouvoir, j'ai oublié son nom, est un ex-guérillero qui est au pouvoir depuis 1986, 35 ans.
Voilà. Et il vient d'être réélu en 2021 pour à nouveau, je ne sais pas, 5 ou 10 ans, j'en sais rien. Voilà. Donc, on a le modèle de ce qu'on voit souvent en Afrique avec, alors je ne sais pas si j'ose prononcer le mot de dictateur, je vais le mettre entre guillemets, enfin des pouvoirs très forts qui accaparent à la fois le pouvoir, la démocratie et l'argent. Donc, on est dans ce contexte-là. Après, sur le plan du pays lui-même, le lac Albert, la frontière entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo, est un magnifique lac très poissonneux avec des centaines de pêcheurs qui vivent de la pêche. Une fois qu'on aura extrait ce pétrole, et on va faire un oléoduc de 1500 km qui va traverser des forêts magnifiques pour atteindre la mer en Tanzanie, un oléoduc qui va être chauffé à 50 degrés, parce que sinon le pétrole est trop visqueux. Voilà. On peut penser que, comme dans pareil cas, j'ai vu ça en Amazonie par exemple, l'oléoduc il est mal entretenu et puis les sols bougent et donc il finit par avoir des fuites. Et donc tout le long des 1500 km d'oléoduc, on a des catastrophes naturelles incroyables avec du pétrole qui se répand. Ils ont construit un énorme aéroport au milieu de nulle part. Et puis surtout, les populations qui vivent sur place ont commencé à être chassées parce qu'il a fallu les exproprier. Il y a un district dans lequel il y a 27% de la population qui est expropriée. Et on leur donne soit de l'argent pour s'en débarrasser, mais bon, tout le monde sait que c'est un mauvais calcul. Une fois qu'on a de l'argent, qu'on l'a dépensé, c'est terminé. Et ceux qui refusent des terres contre des terres, eh bien, ils sont criminalisés, traduits en justice par le gouvernement ouganda comme des gens qui empêchent le développement du pays et qui donc s'opposent à la richesse nationale, etc. Et donc derrière, évidemment, il y a de la corruption, enfin, il y a des tas de choses comme ça. Et donc, je dirais, je m'étais mis en marge avec un mauvais jeu de mots, c'est vraiment la totale, quoi. Et donc ça, c'est vraiment un cri de la terre. Et on voit que la nature va être massacrée, c'est sûr, certains, ça a déjà commencé. On voit que les hommes vivant là, les hommes, les femmes, les familles, vont être réduits à la pauvreté parce qu'ils ne pourront plus pêcher ou qu'il y aura moins de poissons ou des pollutions, qu'ils ont été chassés de leurs terres. Voilà. Donc ça, voilà, c'est des violences économiques silencieuses et ordinaires auxquelles, heureusement, grâce à de bons journaux, on peut être attentif et qui peuvent nous émouvoir. Et puis, plus près de chez nous, je voulais aussi dire un mot des migrants de Calais, qui ressemblent à ceux dont Simone a parlé. Alors, Calais, c'est de plus en plus de murs. J'y avais été il y a 4-5 ans. C'était encore à peu près, j'allais dire, fréquentable, c'était encore à peu près normal. Là, depuis, donc, des barbelés ont été dressés pour entourer la zone portuaire. C'est absolument effrayant. On a même, pour nos équipes de Calais, des arrêtés municipaux qui interdisent les distributions alimentaires dans l'essentiel de la ville de Calais, comme s'il y avait un délit de fraternité, de la volonté d'empêcher les bénévoles de faire leur travail. Voilà. Et donc tout ça, comme si, et le pape en parle à un moment de manière très forte, parce qu'il nous met en garde, il nous dit, on ne dira jamais qu'un être humain, enfin qu'un migrant n'est pas un être humain. On n'ira jamais jusque-là, mais dans la pratique, et je cite le pape au numéro 39 de Laudato Si, pour ceux qui veulent relire, dans la pratique, par les décisions et la manière de les traiter, on montre qu'ils sont considérés comme ayant moins de valeur, moins d'importance, dotés de moins d'humanité. Et ça, c'est aussi un fil rouge de l'encyclique, c'est la dignité inaliénable de toute personne humaine, l'égale dignité de tous. Et la façon dont on traite les migrants à Calais, mais dans d'autres villes de France, en les laissant sans rien, sans abri, dans des conditions de vie très, très difficiles,
c'est vraiment quelque chose que le pape remet en cause fortement et qui est un déni de fraternité. Et j'ai été très heureuse quand j'ai été à Calais, donc il y a quelques semaines, d'être accompagnée de Monseigneur Le Borgne, le nouvel évêque de Calais, qui, dès qu'il est arrivé, a voulu voir, justement rencontrer, je vais en parler dans un instant, de cette nécessité de rencontrer. Il a voulu rencontrer les yeux dans les yeux les bénévoles, mais surtout les exilés. Et il a dit dans une conférence de presse, dans notre pays, les animaux sont mieux traités que les exilés à Calais. Et ça, moi, ça m'a fait du bien d'entendre les responsables de notre Église. Monseigneur Le Borgne, il est vice-président de la Conférence des évêques de France, donc il a autorité dans la Conférence des évêques de France. Entendre l'Église qui pousse des coups de gueule publiquement en disant que les migrants sont traités comme des chiens, je crois que de temps en temps, ça fait du bien et qu'il faut oser cette parole politique. Et donc, dans toutes les situations que je vous décris brièvement, mais on pourrait en trouver bien d'autres dans le monde entier, malheureusement, le pape redit dans Fratelli Tutti, dans ce premier chapitre qui est très sombre, le premier chapitre de Fratelli Tutti, il vous casse le moral parce qu'il décrit la violence du monde, et le pape dit ce qu'il avait dit dans le message pour la paix, le 1er janvier 2016 déjà, il avait dit « Ces situations de violence se multiplient douloureusement ». Et c'est vrai que c'est douloureux et on sent que pour lui c'est douloureux, mais pour chacun de nous c'est douloureux. C'est comme une 3e guerre mondiale par morceaux. Vous vous souvenez de cette expression, qu'il reprend cette expression dans Fratelli Tutti. Et moi je trouve que cette expression elle est très très forte. Et depuis 2016, on est en 2021, eh bien ça n'a pas changé. On est dans cette 3e guerre mondiale par morceaux avec beaucoup de violence dans tous les pays du monde. Voilà, donc les choses sont difficiles. Mais au milieu de tout ça, et c'est le 2e point que je voudrais apporter, et puis c'est toute la dynamique de Fratelli Tutti, mais quelle espérance! Quelle espérance! Comment on peut espérer? Eh bien, l'espérance, c'est que Dieu continue à répandre des semences de bien dans l'humanité. Et on en est témoin, et les 3 témoignages qu'on vient d'avoir le disent, mais vous qui êtes là ce soir, vous le vivez aussi de manière, je suis sûre, très, très concrète. Voilà. Et le secret de cette espérance, donc, c'est le dialogue et l'amitié sociale. Alors, bon, on se demande parfois ce que c'est que l'amitié sociale. Moi, je crois que ce n'est pas très différent de la fraternité. Voilà, c'est un mot que le pape… Alors, on ne sait pas aussi avec les traductions ce qui est vraiment dans l'esprit de ce pape latino-américain. Mais ce qu'il dit donc, dans cette encyclique, c'est que le remède à cette guerre mondiale par morceaux, eh bien, c'est le dialogue et l'amitié sociale. Et il fait une définition très précise du dialogue. Alors, je vais vous la lire aussi parce que c'est important. Le dialogue, ce n'est pas quelque chose de superficiel dans son esprit. C'est au numéro 198, là aussi, pour ceux qui ont envie de se plonger dans l'encyclique. Alors, c'est se rapprocher. Voilà, cette idée de proximité physique dont a parlé Jean-Louis Catala ou dont les 3 témoins ont parlé. Se rapprocher, s'exprimer, s'écouter, se regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des points de contact. Tout cela se résume dans le verbe dialoguer. Voilà. On voit que donc c'est pas un dialogue de café du commerce, c'est vraiment quelque chose de très profond qui touche au cœur de chacun, avec des verbes importants. Bon, ça commence par l'écoute, évidemment, par le regard aussi, la connaissance, chercher des points de contact, voilà, construire des ponts. Comme moi, j'ai beaucoup aimé le témoignage de Simone, c'est pas parce que c'est le Secours catholique, mais par le jeu, les chants, etc., ils ont cherché des points de contact au-delà du langage, parce que sans doute qu'on ne parle pas les mêmes langues, on n'a pas les mêmes cultures, mais on a moyen de chercher des complicités humaines par plein de choses, et souvent, effectivement, la chanson, un bon repas, un jeu, un sketch sont des bons moyens de rentrer en dialogue, de rentrer dans cette connaissance qui ne passe pas que par des mots. Voilà. Donc, c'est ça, s'asseoir côte à côte et entrer dans cette culture de la rencontre qui est très chère au pape François. Ça fait… Depuis le début de son mandat, voilà, il nous répète que
la seule solution, le seul remède à la violence du monde, c'est la culture de la rencontre. La culture de la rencontre contre les préjugés. Parce que les préjugés mettent à distance et renvoient à l'anonymat. C'est très facile de dire eux, les pauvres. Les pauvres, bah oui, bon, bah, ils sont tous feignants, ils sont profiteurs, ils trichent, ils profitent du système, ils abusent, etc. Ils fraudent, voilà. C'est très facile, eux, les pauvres, parce que je ne les connais pas, voilà. Et c'est vrai que dans notre société qui est très méritocratique, en plus, celui qui ne réussit pas, qui dépend de l'aide sociale, c'est de sa faute. Donc, on ajoute par-dessus une culpabilité, un sentiment de honte pour celui qui se voit regardé comme un paria, comme un profiteur, voilà, parce qu'on ne connaît pas. Et tout ce qu'on vit au Secours catholique et dans les associations ou dans les paroisses, de la rencontre des pauvres, nous permet de dire qu'au contraire, ils ont surtout beaucoup de courage. Enfin, moi, c'est vraiment l'expérience que je fais depuis le Secours catholique, mais bien avant, dans toutes les rencontres que j'ai faites avec des personnes en situation de pauvreté, confrontées à la précarité, c'est leur courage. Et je me disais souvent que je ne leur arrivais pas à la cheville. Voilà. Donc, des préjugés contre les pauvres parce qu'on les met à distance. Des préjugés contre les migrants. Là aussi, c'est tellement facile. Les migrants, j'en ai jamais rencontré un, mais je sais qu'ils viennent profiter de tous les droits en France. Je sais que dès qu'ils arrivent en France, ils ont tous les droits. Non, ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Ils n'ont droit à rien. Je sais qu'ils viennent profiter des allocs, qu'ils viennent prendre notre travail, etc. Voilà. En plus, évidemment, ce sont des terroristes islamistes pour beaucoup d'entre eux. Voilà. Donc, il y a tous ces préjugés qu'on colle de manière très, très violente, en fait, sur des personnes, parce qu'il n'y a pas de rencontre, parce qu'il n'y a pas la connaissance. Et le seul moyen de faire tomber tout ça, de faire tomber les masques, de faire tomber ces préjugés, ces généralités, et de rencontrer une personne, c'est vraiment la rencontre. On l'a expérimenté au Secours catholique, j'aime bien rappeler cette petite anecdote, avec des députés. Donc, c'était il y a 3 ans maintenant. Il était question d'une loi sur l'immigration qui avait pour objectif de durcir, encore une fois, parce que toutes les lois qu'on vote depuis 4-5 ans ont pour objectif unique de durcir ou de faire semblant de durcir, parce qu'en fait, derrière, finalement, c'est souvent assez creux et ça ne change pas grand-chose. Voilà. Et donc, on n'avait pas réussi à avoir de dialogue avec le ministre de l'époque, ministre de l'Intérieur, pour lui expliquer que sa loi, elle était inutile, en fait, surtout inutile, hein, et qu'elle n'apportait rien de nouveau, mais par contre, qu'elle donnait quand même, qu'elle envoyait dans l'opinion publique un message, justement, sur des migrants qui seraient dangereux, profiteurs, etc. Voilà. Et donc, on s'est dit, on va faire autrement. Et on a invité, je pense que l'équipe de Montpellier a dû le faire, on a invité tous les parlementaires, alors plutôt de la majorité, donc République En Marche, Modem, etc. J'avoue qu'on n'a pas invité les parlementaires du Rassemblement national, peut-être, on a sûrement eu tort. Bon, on a invité un grand nombre de parlementaires à venir rencontrer des migrants dans nos permanences, dans nos lieux d'accueil, cafés solidaires, etc. Voilà. On ne leur a pas envoyé des grands baratins, des grandes théories. On leur a dit, écoutez, venez, on va parler, vous allez parler avec des migrants et puis on parlera de la loi, mais voilà, on va parler. Et il y en a quand même 150 qui ont accepté le défi. Et ça, c'est quand même beau de se dire que ils sont prêts, quand on les invite, ils sont prêts à entendre, à écouter. Et ils ont été retournés. Beaucoup sont venus, comme toujours, un politique en disant « j'ai pas beaucoup de temps, je resterai pas trop longtemps, etc. » Puis en fait, 2 heures après, ils étaient toujours là. Et ils étaient scotchés, d'abord par les témoignages d'humanité, de courage, de dignité, de voir des gens qui souvent ne demandent rien, souhaitent juste travailler, ne veulent surtout pas l'aumône. Et puis par la complexité, parce qu'on vous dit c'est blanc, c'est noir, il y a les bons migrants qu'il faut garder, demandeurs d'asile, et puis il y a les mauvais migrants qu'il faut jeter. Bon, et voilà, et c'est pas du tout ça. La réalité, c'est d'une très très grande complexité. Ceux qui sont là depuis des années, ceux qui ont été déboutés, ceux qui ne seront jamais régularisés. Enfin bon, c'est d'une extrême complexité. Donc,
ils ont été retournés par cette rencontre. Alors la loi, bon, je vais vous décevoir, mais la loi a été votée quand même parce que notre pays est ainsi fait qu'il y a des disciplines républicaines et que, bon, voilà, quand on est député d'un parti politique, on est obligé de suivre une ligne, mais il s'était passé quelque chose d'inédit, avec beaucoup de questions, avec des tentatives d'amendement, avec vraiment des regards qui changent. Donc voilà, on comprend à travers ça que provoquer des rencontres, c'est jamais inutile. Créer ces rencontres, et c'est même un passage obligé si on veut vraiment transformer la société et toucher les cœurs, hein, parce que, in fine, ce qui va faire bouger une personne, c'est quand elle est touchée au cœur, quand elle est touchée dans son émotion profonde et dans sa capacité d'aimer. Ce n'est pas l'intellect. L'intellect, ça ne fait pas changer grand-chose. En général, ce qui fait changer, c'est le cœur. Voilà. Alors, peut-être pour aborder une troisième partie et après laisser place à des questions, comment passer, votre question était formulée ainsi, comment passer d'une fraternité rêvée à une fraternité véritable, c'est-à-dire vécue? Eh bien, alors moi, à titre personnel, c'est une conviction profonde, mais c'est aussi ce que nous dit le pape dans Fratelli Tutti. Comment on vit la fraternité? Eh bien, par un engagement politique, par ce que le pape appelle l'amour politique. Parce que si je dis que tout homme est mon frère, bon, que je me sens frère de cette population en Ouganda qui va certainement beaucoup souffrir, je me sens frère de ce qui se passe en Birmanie, je me sens frère des migrants qui sont à Calais ou ailleurs. Bon, ben, ok, mais ça ne suffit pas, il faut passer aux actes. Donc, cette fraternité que l'on proclame, qu'on a envie de vivre, ben, elle exige une décision concrète, elle exige des actes, et des actes qui vont nous amener de l'individuel au politique. Et là encore, je vais vous lire ce que dit le pape François, parce que c'est extrêmement lumineux. C'est au numéro 180. Alors, il commence ce chapitre là, qui s'appelle « L'amour politique », en disant, pour beaucoup de personnes, alors il aurait pu ajouter, et notamment beaucoup de catholiques, la politique, c'est un vilain mot aujourd'hui. Et je trouve qu'il a de l'humour, parce que c'est vrai que beaucoup de gens, je l'entends beaucoup au secours catholique, parmi les bénévoles, non, moi je ne fais pas de politique, oh là là, non, la politique c'est sale. Non, c'est pas sale, et c'est même nécessaire. Et le pape nous montre comment il y a un continuum, en fait, entre un engagement individuel que l'on va prendre, qui va forcément, et Simone l'a très bien expliqué aussi, devenir collectif, parce que si on n'est pas en collectif pour porter des difficultés, on ne peut pas y arriver, et donc rentrer dans le politique. Alors, je vous dis le pape, au lieu de baratiner, je vous lis ce que dit le pape. En effet, un individu peut aider une personne dans le besoin, mais lorsqu'il s'associe à d'autres pour créer des processus sociaux de fraternité et de justice pour tous, il entre dans le champ de la plus grande charité politique. Et donc, il invite à réhabiliter le politique. Hein, c'est ce qu'avaient fait nos évêques de France en 2016. Ils nous avaient écrit un texte pour réhabiliter le politique et la politique. Et il dit un petit peu plus loin, le pape, l'amour fait de petits gestes d'attention mutuelle est aussi civil et politique. Il se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur. Voilà, donc on ne peut pas faire de frontière entre je pose un petit geste individuel dans mon coin et en fait je fais un geste politique. Le pape nous dit que c'est une seule et même chose, et moi je trouve que c'est plutôt rassurant, parce que d'une certaine manière, du coup, on fait de la politique sans le savoir, quoi. À partir du moment où on rentre dans un acte citoyen et dans un geste collectif, eh bien, on est dans la politique. Alors, il y a 1000 manières de les poser, ces gestes individuels, et peut-être que vous donnerez d'autres exemples, et je suis sûre que vous êtes tous engagés les uns les autres. Donc, il y a bien sûr l'action du CCFD, il y a l'action du Secours catholique, il y a l'action de l'ACAT. J'ai vu que les Semaines sociales de France récemment sont engagées dans
comment dire, un dispositif qu'on appelle les couloirs humanitaires pour accueillir des migrants en grande difficulté, malades, en situation de guerre qui viennent de Syrie, via le Liban. Il y a tout le dispositif des jésuites, là, le réseau Welcome, où on accueille des migrants ou des demandeurs d'asile chez soi. Voilà. Donc, dans la sphère catho, vous avez déjà le choix, mais dans la sphère non catho, il y a plein de choses aussi. Je viens de découvrir que dans mon département, la Gironde, il y a une petite association qui s'appelle Solidarité du numérique et qui organise un accueil citoyen pour des personnes étrangères. Voilà, on accueille à domicile, chez soi. Il y a aussi l'association Singa, qui est peut-être connue, SINGA, qui est tout à fait laïque, confessionnelle, et qui fait un très, très beau travail d'accueil, d'accompagnement professionnel aussi pour des étrangers. Dans toute la zone de Briançon, je sais qu'il y a des gens qui viennent un peu de toute la France, là, grâce à la visio. Je ne sais pas s'il y en a qui sont de Briançon, mais dans tout le secteur de Briançon, il y a un énorme collectif maintenant qui s'appelle Tous Solidaires. Voilà. Donc, il y a plein de lieux où on peut s'engager individuellement, donc à accueillir chez soi, par exemple, ou à donner des cours d'alphabétisation, etc. Mais ce qui est très important, quand même, c'est de ne pas rester seul dans cet engagement. Parce que rester seul dans un engagement, c'est dangereux, entre guillemets, c'est-à-dire on risque de se perdre, on risque de se décourager, de prendre en grippe la personne, et puis on ne peut pas idéaliser. Les pauvres et les migrants, ils sont comme nous, ils sont caractériels, ils sont pénibles. Enfin bon, il faut quand même aussi être réaliste. C'est l'humanité dans toute sa grandeur et ses vicissitudes. Voilà. Donc, il faut accepter, comme le disait Simone aussi, cette relecture ensemble, ce collectif qui porte l'individuel. Hein, ça, c'est vraiment un gage de réussite. Voilà. Et donc, cet engagement individuel dans un groupe, donc individuel et collectif, il permet la rencontre. Voilà. Il permet de connaître, il permet de ne plus être dans le jugement, il permet de comprendre la complexité, il permet de comprendre l'humanité, que chaque histoire est unique. L'histoire d'une personne très pauvre qui a connu la pauvreté dans son enfance, ou l'histoire d'un migrant qui arrive de l'autre bout de la planète, chaque histoire est absolument unique. Voilà. Et donc, voilà, toutes ces rencontres personnelles, ça permet de découvrir tout ça. Et du coup, de s'engager davantage en politique et de rentrer dans le débat. Et je crois, alors, on va en parler, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, peut-être que vous le faites déjà ou que vous pensez que ce n'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faut en parler, rentrer dans le débat politique à travers les réseaux sociaux, mais aussi en famille, mais aussi en paroisse. Voilà. Et il y a 1000 façons de témoigner de ce qu'on vit dans la rencontre. Mais justement, pour bien témoigner, il faut vivre la rencontre. Pour ne pas dire les migrants, mais pour pouvoir parler de telle ou telle personne qu'on a accueillie, qu'on a rencontrée, il faut la vivre, cette rencontre. Et le témoignage a d'autant plus de poids qu'on vit la rencontre. Voilà. Et il faut oser témoigner en famille, en paroisse. Voilà. Accueillir les peurs, parce que autour de la filiale, on a cette fraternité avec les migrants et notamment avec les musulmans. Donc, il faut accueillir ces peurs et peut-être essayer de les déconstruire. Alors, on a fait en Église, on a fait un petit outil. On a fait un travail déjà de fond avec donc, le Secours catholique, JRS, donc la JRS Welcome, là, les jésuites, la Conférence des évêques de France, le CCFD Terre Solidaire et puis un organisme de sondage là, qui s'appelle More in Common. Et on a sondé l'opinion des catholiques sur la question migratoire pour voir quelle était finalement la vision des catholiques, parce qu'on se dit, bon, avant de changer la société, on va peut-être se changer soi-même. Hein, et donc, comment on peut changer le regard des catholiques sur les migrants? Et pour ça, il faut connaître aussi les catholiques. Qu'est-ce qu'ils pensent, au fond? Et donc, je vous donne juste 4 chiffres qui résument bien l'opinion catholique. Donc, les catholiques en France, c'est à peu près la moitié de la population. Donc, ce n'est pas des gens qui sont des grenouilles de bénitier, mais c'est les gens qui se disent catholiques. Donc, c'est un peu plus de la moitié de la population, sociologiquement parlant. Donc, c'est un échantillon très représentatif de la population française. Et donc, il y a 21% des catholiques
qui sont très convaincus qu'il faut accueillir tous les migrants. Voilà, on les appelle les multiculturalistes, c'est-à-dire très ouverts, voilà, presque un peu idéalistes, en disant oui, il faut ouvrir toutes les frontières, c'est formidable, il faut accueillir et c'est formidable. Donc, voilà, ça, c'est des gens qui sont convaincus et dont vous faites sans doute partie. Et à l'autre bout du cercle, il y a 15% de catholiques nationalistes qui ne veulent pas entendre parler des migrants et qui sont très fermés. Et souvent, le débat se résume à ceux qui sont très pour et ceux qui sont très contre, et ça s'engueule, et on n'arrive à rien, on ne progresse pas. Alors que, au milieu, précisément, il y a les 2/3 donc des catholiques, donc l'immense majorité des catholiques, qui sont ambivalents. C'est-à-dire qu'ils disent, ben oui, je comprends, il faut accueillir, oui, on a envie d'être accueillant, mais j'ai aussi des craintes. Ben, c'est vrai ce qu'on dit, peut-être qu'ils viennent que pour les allocs, ça nous coûte cher, ils prennent notre travail, voilà. Mais en même temps, bon, je comprends, dans leur pays, ils vivent la misère, la guerre, la corruption, donc il faut les accueillir, oui. Donc voilà, et je pense que dans votre entourage, vous connaissez beaucoup de gens qui sont comme ça, en fait, et qui ont besoin d'une parole. Hein. Alors, ils sont divisés, ces 2/3 de cathos qui sont ambivalents, en quelques nationalistes qui sont sécularisés, donc voilà, qui sont proches de ceux qui veulent rien savoir. Ensuite, il y a des catholiques qui se sentent en insécurité culturelle, qui disent, bah oui, par rapport à l'islam, oui, ça m'inquiète. Ben, quand le père Catala nous dit qu'il y a 80% de musulmans à la Paillade, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir tous ces musulmans concentrés au même endroit? Ça s'appelle un ghetto. Voilà. Donc, il y a des gens qui sont inquiets de ça, et ils ont raison, il faut entendre cette inquiétude. Et puis, il y a les catholiques libéraux qui sont plus proches de ceux qui sont ouverts à l'accueil, etc. Voilà. Bon. Alors, ce petit document, vous le trouvez, si vous avez envie de creuser la question, parce que ça s'appelle « Un guide pour mieux agir ». Donc, si vous avez envie d'agir en paroisse, au sein d'un groupe, etc. Donc, il y a un petit guide qui est très bien fait et qui donne des idées d'animation d'un groupe paroissial ou d'un groupe de copains ou d'un groupe de je ne sais quoi pour parler de cette question de migration. C'est de faire basculer les ambivalents du thème. Il vous empêche, on a des élections présidentielles en 2022. Le Front National a beaucoup polissé son discours, voilà, se donne des airs très, très, peut-être pas fraternels, je n'irai pas jusque-là, mais enfin bon, très, très politiquement corrects en tout cas, alors qu'on sait qu'ils ne le sont pas. Mais ces personnes ambivalentes, ces 2/3 de catholiques ambivalents, soit ils basculent du côté du Rassemblement national et ils sont séduits, soit, parce qu'on aura suffisamment dialogué avec eux, ils se disent, bon, la solution de l'exclusion, des murs, des frontières, du rejet, voilà, n'est sans doute pas la bonne solution. Est-ce que d'autres candidats proposent d'autres choses? Donc, il y a un enjeu très, très fort quand même et qui est proche de nous. Je vais juste peut-être... oui, allez, je le fais, puis après, je m'arrête. Un tout petit point pour revenir sur Total aussi, parce que bon, Total, j'ai dit, bon, moi, je suis bouleversée, mais je me dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Alors, il y a plusieurs solutions pour agir et transformer les choses, et pareil, pour rentrer dans le combat politique, si je puis dire. Bon, on peut boycotter. On peut boycotter l'essence Total, j'irai plus jamais dans une pompe Total. On peut boycotter les actions Total quand on a un petit portefeuille, qu'on est épargnant. On a, alors ça pourrait être un autre sujet d'engagement, on a en tant qu'épargnant, même si on n'a pas des sommes folles, un pouvoir très important de ne pas investir justement et de placer notre argent dans des entreprises qui non seulement travaillent encore sur les énergies fossiles, mais surtout spolient des populations autochtones. Donc on a un pouvoir comme ça. Bon. On peut aussi soutenir la société civile et les défenseurs des droits qui sont en Ouganda, qui se battent. Voilà, j'ai lu dans le reportage que les Amis de la Terre, une association qu'on connaît bien, sont très proches de tous ces défenseurs des droits. Donc, on peut s'engager avec les Amis de la Terre. Voilà. Mais
On peut aussi, d'une manière plus large, décider de consommer moins d'énergie, tout simplement. Donc, changer mon comportement de consommateur, voilà, chercher la sobriété, etc. Voilà. Tout en gardant en tête que les choses sont extrêmement complexes. Parce qu'une fois, on avait, avec le Secours catholique, fait une étude sur un pétrolier français qui faisait le même type d'action au Pérou, avec pollution des autochtones, des Amérindiens, etc., donc en Amazonie. Et on avait fait toute une étude avec le CCFD pour dénoncer tout ça, etc. Donc, et d'ailleurs, la société a décroché, a dit, bon, de toute façon, c'est pas rentable, on s'en va. Et l'ambassadeur, je n'ai jamais oublié, l'ambassadeur de France au Pérou, m'avait dit, mais c'est bien gentil, ma petite dame, vos études, mais dites-vous que si les compagnies françaises s'en vont, ce sont les Chinois qui prennent la place et ils sont bien pires. Eux, ils sont sans foi ni loi. Donc, on est effectivement face à une réalité politique extrêmement complexe. Et il ne s'agit pas de crier haro sur Total, voilà, sans discernement pour laisser la place aux Chinois. Voilà. Donc, on voit bien que là, on a besoin d'abord de réfléchir collectivement. Et puis, on a besoin des politiques, on a besoin de députés qui vont voter des lois françaises, qui vont voter des lois européennes, qui vont imposer des contraintes aux entreprises. On a besoin de règlements internationaux de protection des populations. Normalement, il y a des règlements qui empêchent les sociétés de faire n'importe quoi sans avoir consulté les populations autochtones. Mais quand le gouvernement local, en l'occurrence le gouvernement ougandais ou le gouvernement péruvien dans l'autre exemple, s'assoit là-dessus, eh ben, l'entreprise est toute puissante et ne va pas être plus royaliste que le roi. Donc la consultation et le travail avec les populations autochtones ne se fait pas et elles sont spoliées. Voilà. Donc peut-être je vais terminer avec cette phrase de Jean Rodin, qui est le fondateur du Secours catholique, qui était un homme plein de bon sens, qui faisait pas beaucoup de grands écrits, mais plein de bon sens. Et il disait: ayons de grands desseins, EIN, hein, ayons de grands desseins, de grands objectifs, mais commençons par de petites choses. Voilà. Et je trouve ça très rassurant, parce que finalement, il faut avoir des grands desseins, personnellement, individuellement, mais surtout collectivement et en tant que pays, des grands desseins européens. Mais commençons par de toutes petites choses, donc des choses à notre portée. Voilà, je vous remercie. Très bien, vraiment un grand merci, Véronique Fayet, pour votre remarquable intervention. Je dirais que votre témoignage a été à la fois ardent, inspiré, lucide et tonique. Vous nous avez fait du bien à l'âme, pour reprendre l'expression du pape François, ce pape qui veut que nous rêvions ensemble. Et je retiendrai 3 points principaux de votre conférence. D'abord, que le moyen de désinstaller nos préjugés contre les pauvres, contre les migrants, eh bien, c'est la rencontre. Je pense à ces 150 parlementaires qui se sont prêtés à la rencontre et qui ont été retournés. Deuxième point, c'est que l'individuel doit être porté par le collectif. Et je pense aussi à la réhabilitation du politique par le pape, en sachant que la réalité politique est d'une extrême complexité. Et troisième point, je dirais que le christianisme a une approche à la fois spirituelle et profondément réaliste de la fraternité. La fraternité, c'est à la fois une conversion et c'est un engagement à pratiquer tous les jours comme un exercice physique, comme une respiration. Et la fraternité n'est pas une option pour les chrétiens. Et comme l'a écrit l'archevêque de Bologne, elle n'est pas négociable, elle est vitale. Alors, un grand merci pour ce témoignage magnifique. Le débat est maintenant ouvert. Vous pouvez poser vos questions soit aux témoins, soit à Véronique Fayet, en levant la main directement, soit par le chat, où Philippe Cabrol et moi, nous restituerons vos questions. Et le débat est lancé. Est-ce qu'il y a une première personne qui souhaite s'exprimer, donner sa réaction ou poser une question?
pouvez aussi écrire par le chat, hein, au bas de votre écran, vous cliquez sur la barre inférieure de votre écran et vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire. Oui, Sandrine? Oui, je voulais savoir si parfois ça vous arrivait d'être, on va dire, un peu, enfin, que des fois vous avez peut-être envie de baisser les bras tellement c'est tellement de défis, tellement de choses difficiles. Est-ce que parfois ça vous arrive de vous retrouver et d'être attristé par des situations, enfin, comment vous faites pour après vous sortir de cette tristesse et de ces difficultés? Alors, c'est une question importante, oui, parce qu'effectivement, c'est facile de se laisser aller au pessimisme, enfin, quand on regarde le monde, mais c'est terrifiant. Voilà. Alors, c'est une grâce, hein, d'être dans l'espérance, et puis on a quand même, en tant que chrétien, cette formidable espérance, c'est que la mort n'aura pas le dernier mot. C'est la résurrection, on est dans ce temps de Pâques, on sait que la mort n'a pas le dernier mot et que donc, in fine, ce sont les forces de vie qui vont gagner. Parce qu'on est dans un gigantesque combat entre les forces de vie et les forces de mort. Hein. On en est témoin tous les jours et c'est ça qui se passe dans le monde. Et donc, c'est vrai que en voyant tous les jours aussi les forces de vie, alors moi j'avais la chance au Secours catholique de voir des gens engagés ou dans plein d'autres associations. Voilà, quand on a la volonté d'ouvrir les yeux sur la vie, alors il faut choisir les bons médias aussi, il ne faut pas regarder 20 heures de TF1, c'est quelquefois un peu glauque. Mais voilà, quand on a la volonté de chercher les forces de vie et puis de se dire « Ah, mais ça c'est merveilleux », il y a toutes les associations d'aide aux migrants, bien sûr, dont on a parlé, mais je trouve toutes les associations écologiques, de partage, tout bêtement une AMAP, enfin tout ça, c'est des choses où se vit la fraternité, au-delà du panier de légumes frais. Dans tous ces circuits courts, ces AMAP, ces recycleries, il y a beaucoup de fraternité qui se vit. Voilà. Donc, je crois qu'il faut exercer notre regard à ces petits lieux d'espérance, à ces lieux de joie. Et puis, moi, j'ai reçu beaucoup de joie, des rencontres. Alors, j'ai fait mon bilan, là, puisque j'arrive à la fin de mon mandat du Secours catholique, et je me dis, bon, qu'est-ce que je garde de ces 7 ans au Secours catholique? Et je garde surtout la joie. Voilà. La joie des rencontres que j'ai faites, donc aussi bien quand j'étais au Pérou, au Bangladesh, au Burkina Faso, mais aussi toutes les personnes pauvres que j'ai rencontrées ici, et donc toujours édifiées par leur courage, leur énergie, leur joie de vivre, les bénévoles, enfin voilà. Donc tout ça m'a donné beaucoup de joie. Je vois notre Église qui bouge, voilà, notre Église, quelquefois on a envie d'en désespérer quand on parle que des abus sexuels, etc. Et puis quand il y a d'autres choses à regarder aussi qui nous donnent de l'espérance. Et donc, ça permet ça de surmonter, effectivement, de passer les moments de tristesse ou de découragement où on se dit, bon, voilà, j'y arriverai pas. Et en même temps, je sens que là, aujourd'hui, je suis contente de passer la main. Parce qu'effectivement, au bout de 7 ans, alors je vois par exemple que je deviens insupportable et intolérante avec les membres du gouvernement, de la haute fonction publique. Là, je dis, mais non, mais c'est pas possible, ils ne comprennent rien, quoi. Ils refusent cette rencontre. Et je vois bien que j'ai plus la patience, j'ai envie de leur taper dessus, quoi, en disant, mais c'est pas possible, autant de fermeture. Et donc, il faut qu'une autre présidente qui sera plus patiente prenne le relais. Et voilà. Et j'attache beaucoup d'importance aussi à ce que le pape nous répète toujours, là, qu'il avait dit dans Evangelii Gaudium, l'important, c'est d'enclencher des processus. Et nous, on est une petite main, alors un petit colibri, disent certains, dans un processus qui nous dépasse, dont on ne verra pas la fin. Mais voilà, on contribue à un moment, et le pape dit le temps est supérieur à l'espace. Donc voilà, on met en route des dynamiques de fraternité, on met en route des dynamiques d'amour, de respect de la nature. Voilà. Et
Et le monde est en train de changer positivement aussi. Quand on regarde de près, il y a des choses qui avancent, qui changent de manière extraordinaire. Il y a des entreprises qui changent leur façon de faire. Même Total change certaines choses. Donc, il faut exercer son regard à voir les petites lumières et les germes d'espérance. Et il y en a énormément. Et quand on regarde ça, on a suffisamment de joie pour affronter l'obscurité et surtout soutenir ceux qui sont au cœur du combat. Parce que moi, souvent, je me disais, moi, je suis privilégié, je suis loin de tout ça, mais les défenseurs des droits de l'homme en Ouganda, en Colombie, ils se font tirer dessus, en Birmanie, ils se font tirer dessus comme des chiens, quoi. Donc, on a aussi, par des chaînes de solidarité à soutenir, par le CCFD, par les Caritas, à soutenir tous les défenseurs des droits de l'homme, parce qu'on n'est pas vraiment à côté d'eux, mais c'est important pour eux. Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de défenseurs des droits, notamment en Afrique. On a un petit réseau là, que l'on soutient. Ils disent, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est important que la France nous soutienne, que vous sachiez qu'on existe, qu'on lutte contre nos dictateurs parce qu'on veut s'en débarrasser, mais nous-mêmes, on n'a plus envie que vous veniez gérer notre sphère politique. Voilà. Voilà. Donc oui, la joie domine et me permet de passer les petits caps un peu pouf. Voilà, j'ai eu une journée aujourd'hui très compliquée, par exemple, très compliquée. J'ai rien fait de ce que je voulais. Bon, mais finalement, je trouve qu'on a la grâce ce soir de passer un bon moment et il y a des choses qui me sont données. Voilà. Et bon, quand on fait son travail, l'Esprit Saint fait le reste. Merci. Je voudrais réagir. Vous nous avez bien indiqué, tentant les 3 témoins que vous-même, Madame Fayet, que inévitablement, dans la tradition chrétienne, la fraternité est un don de Dieu. Alors, je voudrais faire référence, moi, aux droits de l'homme et puis à liberté, égalité, fraternité. Donc, au niveau des droits de l'homme, étymologiquement, frater, ça veut dire tout ce qui a rapport au genre humain. Donc, il me semble que, pour moi, l'essence même concernant donc l'esprit de fraternité, tel que la Déclaration universelle des droits de l'homme le pose, c'est bien le travail qu'on doit avoir sur soi-même. Parce qu'il n'y a pas nécessité d'abord d'avoir un travail sur soi-même avant d'aller rejoindre les autres. Si je fais référence donc au triptyque liberté, égalité, fraternité, la liberté, on peut l'instituer, l'égalité, on peut l'imposer, mais pas la fraternité. Vous l'avez tous dit, la fraternité, elle se construit. Il y a un chemin de fraternité, il y a une rencontre par rapport à la fraternité. Et le Père Jean-Louis a bien dit la construction de la fraternité. Pour moi, la fraternité, elle ne peut venir que d'un sentiment vécu de solidarité, de responsabilité. Si je ne prends que la liberté, elle tue l'égalité. Si je prends que l'égalité, elle tue la liberté. Donc, pour moi, c'est le lien entre ce triptyque, c'est la fraternité. Alors, je voulais savoir comment vous l'analysez, également les témoins, comment ils l'analysent. Alors, j'aime beaucoup le mot fraternité en langage des signes. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui parlent le langage des signes, mais j'ai découvert il n'y a pas longtemps que fraternité en langage des signes, il faut que je montre mes mains, ça se dit comme ça, donc les mains liées. Donc, il y a cette idée de fraternité, de solidarité, par contre, et avec un mouvement circulaire aussi, comme le sang qui circule dans le corps humain. Donc, peut-être que la liberté et l'égalité sont les 2 jambes, sont le squelette d'un pays qui respecte tout le monde, qui respecte la création. Mais la fraternité, c'est quelque chose qui circule, qui est plutôt de l'ordre de la vie entre les personnes et qui passe d'une personne à l'autre, d'un organe à l'autre. Voilà. Et donc, effectivement, ça se décrète pas, ça s'entretient, comme notre santé s'entretient, ça se construit jour après jour. Et puis, il y a des conflits, il y a des pardons, des réconciliations. Voilà. Mais en même temps, c'est lié parce que si je suis en fraternité avec quelqu'un qui se trouve exclu de la société pour une raison ou pour une autre,
eh bien, j'ai envie d'exiger de mon entourage que cette personne ait les mêmes droits que moi. Donc, il y a un désir, la fraternité conduit à un désir de justice, conduit à avoir, on pourrait dire qu'elle produit des droits, voilà. Et donc, elle va conduire à une certaine forme d'égalité, par exemple. Donc, tout est lié. Et les trois, et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une très belle devise républicaine, et les trois se nourrissent les uns les autres. Merci. Est-ce que Jean-Louis, Simone ou Rita veulent ajouter quelque chose? Alors, Jean-Louis, il faudrait que vous mettiez votre micro si vous voulez prendre la parole. Il y a eu des belles choses qui ont été dites là, je n'ai rien à ajouter là. Voilà. Merci. Sur ce point au moins. Alors, je voudrais faire une référence dans le chat. Anne Soulier a mis une remarque que je vous lis. Le découragement peut venir face aux réactions de la part des paroisses, du rejet des projets, de l'indifférence et autres refus de la part des prêtres, déception, amertume, etc. Mmh. Alors, peut-être Jean-Louis ou Simone peuvent dire quelque chose de ça, parce que oui, c'est une réalité aussi. Oui. Bon, moi, ce que je peux dire, c'est que évidemment, c'est une réalité. Il y a la lourdeur, il y a l'âge des communautés, il y a le fait qu'on a été habitué à être un peu entre nous et qu'on n'a pas véritablement de sens missionnaire au sens le plus profond du terme, c'est-à-dire dans le sens de l'amitié, de la gratuité, de l'insertion, de parler avec les gens, d'être avec les gens. Hein. Non pas qu'on ne veuille pas annoncer l'évangile de manière explicite, mais l'essentiel, c'est cette présence au monde. C'est clair que les options préférentielles des communautés chrétiennes d'aujourd'hui ne sont pas là. Hein. Elles sont plutôt dans une relation de concurrence avec la société. Il faut catholiciser la société et non pas être présent avec les autres d'abord et construire la fraternité. C'est clair, c'est un gros souci, c'est vrai. Il faut prier. Est-ce qu'il y aurait une autre question ou une autre réaction sur ce Je peux dire un petit mot sur peut-être sur l'Église, justement. C'est toujours pareil, on peut avoir une vision un peu décourageante de l'Église, bon, des paroisses refermées sur elles-mêmes, âgées, des prêtres, bon, voilà. Mais on peut voir aussi les germes d'espérance. Je vais vous donner l'exemple du réseau Saint-Laurent, qui est animé par le Secours catholique. Ce sont des petites communautés de prière et de partage de vie entre des personnes très pauvres et quelques personnes qui les accompagnent. Donc, c'est vraiment extraordinaire de voir la façon dont ces personnes pauvres… Attendez, il y a un petit coup de sonnette chez moi. Oh, tant pis, il y a quelqu'un qui va ouvrir. Et donc, de voir ces personnes très pauvres qui partagent l'évangile, qui partagent leur vie, eh bien, il y avait une cinquantaine de groupes quand j'ai démarré mon mandat donc en 2014, et aujourd'hui, il y en a plus de 150. Donc, partout, il y a des petits groupes de fraternité, de partage d'évangile avec des personnes très pauvres qui germent dans l'Église. Donc, c'est extraordinaire, ça. Oui, j'irai dans le même sens que vous, Véronique Fayet. Il y a 2 livres sur la fraternité qui viennent de paraître. L'un du cardinal Matteo Zuppi, qui est l'archevêque de Bologne, qui s'appelle « Tu haïras ton prochain ». La fraternité n'est pas négociable. Et un autre de Monseigneur Benoît de Sinetti, qui est l'ancien vicaire général du diocèse de Paris, qui s'appelle « La fraternité sinon rien ». Donc je trouve que cette exigence de fraternité revient assez fort sur le devant de la scène et portée par des très hauts responsables de l'Église. Je pense aussi au livre de Monseigneur Blacard, l'évêque d'Orléans, en 2015, « Retrouver la fraternité, une urgence pour le monde ». Donc là, on est encouragé par le haut, je dirais, à porter cette exigence. Et ça, c'est un… Et regardons ce qui bouge et essayons de nous dire, mais comment moi je peux changer
c'est compliqué, quelquefois on est fatigué, hein, mais quand moi, dans ma paroisse, bon, ça bouge pas trop. Mais parce que je me suis jamais retroussé les manches, j'ai pas pris le temps, je l'ai pas eu pour l'instant. Bon, peut-être quand je serai plus présidente, j'aurai le temps d'aller me retrousser les manches et d'aller dire, bah tiens, dans la paroisse, si on vivait les choses autrement, est-ce qu'on est prêt à accueillir des migrants, des personnes en situation de pauvreté, etc. Donc, essayons toujours, parce que l'a dit Monsieur Cabrol, je crois, de changer nous-mêmes. Changer nous-mêmes, c'est ce qui est le plus compliqué. C'est pour ça que Anne-Cécile, vous parliez aussi d'une conversion personnelle tous les jours. C'est exigeant, hein, c'est... Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions? Cécile? Oui, Luc, oui. Oui. Moi, je propose juste un petit témoignage en tant que curé de paroisse. Lors d'un carême l'année dernière, pour rentrer un peu dans cette logique qui me paraît très juste que vous avez décrit, entre le désir de fraternité et vivre une fraternité au concret, il faut passer un certain nombre de peurs. Il faut trouver aussi un savoir-vivre ensemble à plusieurs. Dans notre paroisse, on accueille une association qui accueille des SDF, une dizaine de SDF. C'était deux anciennes salles paroissiales qui n'étaient pas occupées. Voilà. Et depuis le début, on a le souci que ce ne soit pas que des hôtes de passage, mais qui aient un peu un lien avec nous. Et c'est très difficile. Et une fois, on a dit, quelques personnes sont allées manger, puisqu'il y a le repas le soir, manger avec eux pour justement créer des liens. Et parmi les actions de carême, il y avait cette possibilité d'une rencontre gratuite de paroissiens lambda venir rencontrer ce qui se passe à l'accueil Saint-Jean. Ceux qui l'ont organisé étaient déçus de voir que quelques personnes sont venues, beaucoup moins une paroisse où il existe pas mal de choses quand même. Mais moi, je me suis dit, quand même, les SDF, ça fait peur. Oui. Une paroisse assez bourgeoise, Castello-le-Lez. Et donc, il y en a quelques-uns qui sont venus. C'est déjà pas mal. C'est un premier pas. Ouais. C'est un premier pas, et puis il faut continuer. Voilà. Sur la paroisse, il y a quelques paroissiens qui accueillent des SDF, qui accueillent des migrants dans le cadre de Welcome. Je pense qu'on l'a fait un peu, on a essayé de communiquer, parce que ceux qui sont charitables sont discrets. Ils sont rarement très communicants. Et en même temps, il y a un enjeu. Moi, je connais beaucoup de mes paroissiens qui sont engagés de manière fraternelle et dans différentes directions. Mais je pense moi, j'entends votre interpellation du politique, c'est-à-dire qu'il faut arriver à travailler, à sortir de notre individualisme qui est de base, même dans la fraternité, et il faut apprendre à marcher, à travailler en collectif. Mais la culture paroissiale n'est pas trop de cet ordre-là. On va plutôt dans des associations pour travailler en collectif. Mais je le sens comme une interpellation, parce que moi, dans ma paroisse, je ne peux pas dire je connais quand même un pourcentage important de chrétiens qui sont engagés dans la fraternité à différents horizons. Mais c'est vrai, c'est que moi, je les connais. Mais je crois que ça surprendrait. C'est Luc Jourdan. Oui, c'est Luc Jourdan. Mais ça surprendrait beaucoup de paroissiens qui viennent à la messe de savoir tout ce qui se passe sans qu'ils le sachent. Donc là, on a un effort à faire. Pas pour voilà. Comment, dans la discrétion, la vérité, témoigner de ce qu'on fait. Voilà, ça, c'est très important. Merci, oui, de ce beau témoignage. C'est exactement ça, oui. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, mon épouse se propose de présenter un témoignage sur Béziers. Il y avait une question là. Il y avait une question, pardon, je ne l'ai pas vue. Non, je voulais juste apporter un petit témoignage et dire que la fraternité peut prendre des voies tout à fait variées
et que dans notre association, nous avons eu le vecteur de la musique, qui est aussi un facteur de fraternité, avec un festival interreligieux de musique sacrée que nous organisons depuis 23 ans au sein de l'association, qui est un moyen de faire se rencontrer des artistes chrétiens, juifs et musulmans, et d'offrir et de permettre aux spectateurs de découvrir la musique de l'autre. Ça aussi, c'est un vecteur de rencontre, je pense, que d'utiliser ce biais de la musique pour aller vers l'autre. Merci beaucoup, Françoise, de ton témoignage. Si je peux poser une question? Oui. Oui, je suis Jean-Pierre Noël. Alors, je voudrais… On m'entend? Oui, oui, nous entendons. Oui. Allez-y, Jean-Pierre. Une question qui a trait, si je peux dire, à l'initiative possible. Y a-t-il un champ d'initiative possible du côté des migrants? Parce qu'au fond, notre discours, là, et que j'approuve bien sûr, est un discours du côté des accueillants, un projet de générosité, un projet d'accueil, tout ça, complètement d'accord, et il est à développer, même s'il n'est pas facilement populaire. Alors, l'aspect que je voudrais évoquer maintenant, c'est: y a-t-il quelque chose de possible, quelque chose d'initiative du côté de ces personnes que nous essayons d'accueillir? Je me réfère à un mouvement comme ATD Quart Monde. Les éléments de comparaison sont limités, mais ils peuvent exister. C'est-à-dire que dans ATD Quart Monde, il y a une véritable recherche pour que ceux vers qui le mouvement se tourne jouent le rôle le plus grand possible, deviennent eux-mêmes acteurs dans le mouvement. Alors, je pourrais formuler la question ainsi: est-il possible de faire des migrants des acteurs de leur propre accueil? Je me réfère au Liban. Dans un pays comme le Liban, il y a dans un petit pays comme le Liban, il y a, je crois, quasiment un tiers de la population, peut-être moins, mais enfin c'est un ordre de grandeur considérable. Et nous voyons vivre mal, mais nous voyons vivre au Liban une coexistence qui n'est pas guerrière, qui fonctionne, qui marche. Comment est-il possible que dans une situation comme le Liban, il soit possible de faire vivre sans guerre, en tout cas, mais semble-t-il avec un certain succès, même si le mot est complètement inapproprié, mais on est dans cette situation-là que le Liban accueille. On peut voir les limites de cet accueil, ses défauts. Alors, je reviens à ma demande. Oui, je la résumerai comme ça. Y a-t-il une marge possible pour que les migrants deviennent eux-mêmes des acteurs de leur accueil? Voilà. Est-ce que déjà, me suis-je bien fait comprendre? Peut-être pas. Oui, très bien. Si, très bien. Alors, je ne prendrai peut-être pas le Liban comme exemple parce que le Liban est à feu et à sang, précisément. Justement parce que voilà, enfin, il y a toute une histoire, mais il y a aussi l'accueil des réfugiés. Enfin, bon, c'est quand même qui est au bord du chaos, et c'est terrible, terrible. Voilà. Et on soutient des partenaires libanais, des fondations qui essayent de ramener un petit peu de paix, mais c'est très puisque j'ai été membre, je suis toujours membre d'ATD Quart Monde. Mais j'avais envie, je pense à la phrase de Giscard d'Estaing dans le débat avec François Mitterrand, donc pour la présidentielle de 1974, qui disait: Monsieur Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur. Eh bien, j'ai envie de vous dire, parce que j'adore mes amis d'ATD Quart Monde, mais ils n'ont pas le monopole de l'action avec les personnes. Et au Secours catholique, au CCFD, dans plein d'associations, j'allais dire, nous ne faisons que ça, de l'action ensemble à personne avec les migrants. Donc, peut-être que Simone pourrait en redonner des témoignages concrets, mais partout où c'est possible, nous essayons de construire avec eux, d'écouter leurs paroles. Je me souviens, donc, je vais reciter un exemple qui date de 2015, dans lequel, c'était à la jungle de Calais, au moment où la jungle atteignait quasiment 10 000 personnes.
Et donc, les fonctionnaires, le ministère de l'Intérieur nous disaient « mais c'est épouvantable, ils veulent tous aller en Angleterre, mais qu'est-ce qu'ils foutent là ?» etc. Et nous, en les écoutant, on comprenait qu'ils étaient pas tous en Angleterre, mais qu'ils avaient atterri là, des copains, du hasard des routes, des choses horribles qu'ils avaient subies sur le chemin, des gens qu'ils avaient rencontrés, etc. Et que si on leur donne le temps de réfléchir à un projet migratoire, et pour ça il fallait qu'ils se posent, à se demander s'ils allaient survivre, eh bien, peut-être qu'ils soit ils demanderaient l'asile en France, soit ils iraient rejoindre un cousin en Norvège, soit ils repartiraient en Allemagne, soit ils rentreraient carrément chez eux. Enfin bon. Et le rapport, on l'avait appelé du nom d'un exilé qui disait « Je ne savais même pas où allait ma barque ». Voilà, dans le travail qu'on a fait. Donc, on a fait tout un travail d'écoute vraiment très approfondie des exilés pour savoir d'où ils venaient, ce qu'ils voulaient, quel était leur rêve. Et du coup, ça nous a amené à demander, un peu sans succès, parce qu'on le demande toujours aujourd'hui, que dans le processus migratoire en France, ces gens-là, ces jeunes, puissent se poser à un moment donné, ne pas être tout le temps chassés, parce qu'aujourd'hui c'est la chasse à l'homme, mais puissent se poser pendant 3 semaines, 4 semaines, 2 mois, pour réfléchir à leur projet migratoire, à leur projet de vie, en toute sérénité. Nous, les migrants que j'ai vus à Calais il y a quelques semaines, ils m'ont dit, mais nous, quand on était en Libye, persécutés, réduits à l'esclavage, dans des conditions atroces, on ne rêvait que de la France, le pays des droits de l'homme, on rêvait de la France. Donc, ils atterrissent à Calais. Ils disent, mais maintenant, la France, on a vu ce que c'était, merci, on ne rêve plus que de l'Angleterre. Voilà. Donc, c'est une espèce de parcours qui, si on ne les écoute pas, eh bien, tournent en rond et puis sont voués à l'échec. Donc, oui, toutes les organisations que nous sommes présentes ici ce soir, on fait bien sûr avec les personnes. Alors, après, ça se traduit par du théâtre, ça se traduit par des chantiers, des choses que l'on fait ensemble avec eux, et parce qu'on sait que c'est la seule manière. Et justement, on voit bien que quand l'administration est bloquée, c'est qu'elle refuse d'écouter les gens. Elle décide pour eux, elle pense pour eux. Et le pape nous redit ça tout le temps aussi. Nous redit ça tout le temps, c'est que si on n'écoute pas la clameur des pauvres, si on n'est pas proche d'eux dans cette amitié sociale, cette proximité physique, charnelle, quasiment charnelle, eh bien, on prend des décisions qui sont mauvaises. Voilà. Donc, alors, je ne dis pas qu'on le fait parfaitement, mais ATD Quart Monde ne le fait pas parfaitement non plus. Je les connais assez pour savoir que nul n'est parfait, et en toute amitié. Mais nous, on essaye vraiment de vivre ça, parce que vous avez raison, c'est l'essentiel, c'est la base. Si on vit vraiment une amitié, une fraternité avec les migrants, on va construire des choses avec eux. Et beaucoup deviennent bénévoles chez nous, au Secours catholique, ça on en a beaucoup. Bon, ils attendent des papiers, ils sont dans des situations impossibles, mais ils s'engagent comme bénévoles parce qu'ils veulent se sentir utiles, ils veulent aider, ils veulent contribuer. Donc, il y en a beaucoup qui s'engagent et qui sont bénévoles dans les lieux d'accueil. J'ai trop parlé, pardon, Simone, tu pouvais compléter peut-être. Je vais juste compléter, confirmer pour Montpellier exactement ce que tu viens de dire, parce que c'était l'objectif un peu, effectivement, au Café Solidaire, que quand on leur demandait aussi leurs ressources, leurs compétences et ce qu'ils voulaient faire, c'est eux qui nous ont dit oui, nous on est prêts à faire écrire une pièce de théâtre, à animer un atelier théâtre, à pouvoir écrire des poèmes, à les lire, à faire des peintures, faire des expos, il y en a une récemment qui nous a dit, mais moi j'étais couturière, donc elle s'est mise à faire elle-même un atelier couture, et pendant le confinement, c'est elle qui a réuni toutes celles qui étaient de l'atelier couture pour fabriquer un millier de masques à peu près qu'elles ont fait. Et là, pour la première fois, justement, c'est là où on a vu les vertus des tracteurs, parce que toutes ces femmes qui étaient couturières, qui étaient souvent albanaises,
qui ne participaient pas forcément sur le plan culturel à ce qu'on faisait parce qu'elles avaient des difficultés de compréhension de la langue et d'expression, mais elles ont été tellement heureuses de pouvoir être actrices, être enfin utiles et de prendre leur pied, de prendre leur part dans la lutte contre la pandémie, que ça les a complètement transformées. Et depuis, d'une part, elles font des efforts pour l'apprentissage du français. On arrive à communiquer maintenant. Elles arrivent à formuler des projets d'intégration. Il y en a eu quelques-unes qui ont été régularisées. Elles arrivent à formuler et à s'entraider entre eux. Et ça, beaucoup nous ont dit, c'est tellement difficile quand on arrive ici de ne rien avoir, de faire ce parcours du combattant qui dure tellement longtemps, qui nous épuise et nous use. Si on a une activité comme ça, ça permet de reprendre confiance en nous et de pouvoir reprendre notre chemin et du coup de s'aider mutuellement. On a vu aussi beaucoup de migrants qui étaient devenus, qui avaient réussi à trouver des formations et des emplois, réussir à en aider d'autres, à pouvoir tisser un réseau. Ce qui fait que ça, au contraire, alors je dirais c'est ce qu'on essaye de faire, mais il y a des moments aussi, il faut le faire avec eux, parce que ils sont aussi usés, et la pandémie qui a vécu les a beaucoup usés aussi par l'isolement. Et donc, c'est tout le sens de notre action. Si on agit avec, c'est comme ça qu'on arrive ensemble à pouvoir faire un bout de chemin. C'est pour ça que je me souviens quand le Secours catholique avait, il y a quelques années, édité un document sur les migrants disant « partager le chemin », c'est un petit peu ça, exactement, qui peut se mettre en place. Et c'est ça qui produit des fruits, quoi, en permettant à chacun d'être acteur. Et du coup, pour trouver un emploi, c'est beaucoup plus facile pour eux après. Voilà. Alors, je vais vous lire une réflexion que nous envoie Anne Soulier et qui coïncide exactement avec ce que viennent de nous dire Véronique et Simone. Anne Soulier nous dit « Les migrants doivent faire face à un parcours du combattant dont ils sont vraiment acteurs, me semble-t-il. » Merci beaucoup, Anne. Oui, aussi. Et... Oui, c'est juste aussi, bien sûr. Oui. Ils ne sont pas dans la passivité. Merci. Et je pense que Françoise Cabrol souhaite nous donner un témoignage. Je ne peux pas parler. Oui, bonsoir à tout le monde. C'était par rapport à ce qui se passe un petit peu dans les paroisses. Ce dont je peux témoigner, c'est que l'année dernière, pendant le confinement, nous avons eu écho d'une famille de chrétiens albanais qui devaient être expulsés du logement où ils habitaient. Et donc, il y a eu vraiment un échange entre chrétiens pour se dire qu'est-ce qu'on fait. Donc, très vite est venue l'idée de créer une association pour ne pas agir tout seul et pour ne pas agir de façon isolée. Et pendant le confinement, voilà, on a réussi à créer une association en visio, donc pourquoi c'est quand même très utile. Et c'est l'association 100 pour 1 qui est très peu connue en France. Cela consiste à trouver 100 familles qui vont permettre à une famille de se loger. Alors, je précise que c'était une famille qui était sans papier, donc pour l'instant, pas d'aide, un demandeur d'asile. Je crois qu'ils n'avaient même pas l'ADA, donc vraiment pas grand-chose, certainement les allocations familiales, et puis voilà, c'est tout. Voilà, et à l'espace de 15 jours, un propriétaire aussi a été trouvé qui a proposé un logement, voilà, et à partir de là, les choses voilà, ont progressé comme elles ont pu progresser. Voilà, bon, pour dire que dans les paroisses, il y a quand même des choses très positives et très encourageantes qui se font. Peut-être tant que j'ai la parole, du coup, je la garde. La deuxième chose dont je voudrais témoigner, moi, une phrase qui m'avait beaucoup frappée lors de l'université d'été de la communauté vie chrétienne, où il y avait un migrant que l'on présentait comme étant un migrant et un Syrien. Et il a pris la parole en disant « Moi, je me présente avant tout, je vous dis, je suis un homme. » Voilà, c'était par rapport aux préjugés dont parlait Véronique Fayet un peu tout à l'heure. Vous m'entendez?
Oui, oui. Bon, alors, moi, je fais partie du réseau Welcome, le Secours catholique aussi, mais réseau Welcome, et alors je confirme ce que vous avez dit sur les migrants, en fait, sont acteurs de leur vie. On ne fait pas leur vie pour eux. Ça, on en est vraiment très persuadés de notre expérience maintenant de 3 ou 4 ans. Deuxième chose que vous avez dite et qui était très importante, c'est les préjugés. Les préjugés, on se heurte énormément parmi nos amis, dans nos familles, au type de préjugés dont vous avez parlé. Et c'est très difficile, en fait, d'y répondre et de faire changer les gens quand ils sont ancrés dans leurs préjugés. Voilà. C'était mon et même votre témoignage personnel ne les touche pas. Pas tous. Il y en a vraiment qui sont ancrés justement parce qu'ils n'ont pas fait cette rencontre, la rencontre dont vous parlez, et qui est essentielle. Et bon. Et c'est je peux poser une question à Sylviane? Sylviane, vas-y, oui. Quand tu accueilles des migrants chez toi, ben, ces amis-là, tu les invites pas à un repas avec eux? C'est une idée, effectivement. Faudrait. Je ne sais pas comment ça serait perçu, mais bon. Tu peux essayer. C'est une idée. Je vais essayer. Rencontre, s'ils ne rencontrent pas. Je vais essayer. C'est vrai. Provoquer la rencontre. Bah oui. Absolument. Bonne idée. Échange de bons tuyaux, des petites choses, des toutes petites choses. Tout à fait. Moi, je peux témoigner de confidences que j'ai eues de couples comme Sylviane qui avaient accueilli des migrants chez eux. L'impact que ça a eu positif dans leur famille, notamment vis-à-vis des enfants et des plus jeunes. Parce que ça crédibilisait quand même leur pratique à la messe. C'est vrai. Brigitte, vous avez une question, je crois. Oui, enfin, je voulais juste dire à propos des préjugés. Bon, alors moi, je suis orthodoxe et je crois beaucoup que le Christ nous relève, qu'il relève. C'est lui qui relève. C'est nous, on participe, mais c'est surtout lui qui relève. Et je voulais dire à propos des préjugés que je suis à la CAD France et que je parraine avec un petit groupe, un condamné à mort en Californie. On lui écrit. Et moi, j'avais comme préjugé que j'allais vraiment lui apporter de la joie, une connaissance, une ouverture. Donc, quand j'ai commencé comment dirais-je, ce parrainage, j'étais vraiment persuadée que c'est moi qui allais faire le boulot. Et le Christ, il nous retourne, il nous étonne. C'est ça le christianisme, hein, c'est qu'on est toujours surpris. Et en fait, quand on fait des choses, il faut prendre un petit peu de recul. Et avec notre petit groupe, on a très vite constaté que le Christ était déjà là avec lui. Alors que nous pensions lui amener le Christ, il était déjà avec lui. Et en fait, c'est lui, ce prisonnier, qui petit à petit est devenu notre pasteur. C'est-à-dire que les petites lettres que nous lui envoyons lui font du bien, mais les grandes lettres qu'il nous envoie, par exemple, il nous dit: tu viens d'être grand-mère, ton petit-fils s'appelle Élie. C'est le nom du prophète Élie. Sois digne de lui, sois une bonne grand-mère. Il nous donne des injonctions, il nous demande de lire des passages de la Bible. Et vous voyez, moi je trouve que c'est formidable dans le christianisme, c'est cet étonnement, c'est que le monde se retourne et qu'il est devenu notre pasteur. Et je crois que, bon, j'ai fait un peu d'accueil des migrants, quand vous disiez tout à l'heure, ou quelqu'un disait qu'il faut lui laisser la place, c'est pas seulement lui donner des actions à faire, lui dire comment tu vois, c'est l'écouter. Hein, et lui va nous donner aussi des conseils parfois. Et je pense que c'est ce chemin-là qu'il faut faire. Voilà. En tout cas, dans l'Évangile, ce que dit Matthieu, enfin ce que dit le Christ, hein, c'est très important aussi ce que dit le Christ. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Hein, voilà. Merci, c'est presque un mot de conclusion. Oui, un très beau mot. Oui. Les petits et les pauvres nous enseignent le Christ, c'est vrai, c'est très, très, très vrai. Les petits, les prisonniers, les migrants, les pauvres,
C'est magnifique, merci. Voilà, je pense que c'est 20h15. Il est temps de terminer notre soirée. Je remercie quand même tout particulièrement Véronique Fayet d'avoir accepté, en plus dans une journée difficile, donc j'imagine assez occupée, d'avoir pris Oui, ce mais temps avec nous. elle se termine bien. Voilà, vraiment un grand merci. Merci aussi à Rita, Jean-Louis et Simone d'avoir accepté de partager. On a insisté sur cette nécessité de se soutenir aussi dans la communication des belles choses. On le sait, mais parfois, on n'est pas assez attentif à cela. C'est pas artificiel, c'est essentiel pour quand même booster notre espérance et continuer à avancer. Un grand merci donc à tous de votre participation. On est heureux de pouvoir vivre ces conférences malgré la pandémie. Voilà, on en a proposé quelques-unes. Oui. Et écoutez, c'est quand même formidable, même si on aspire tous au présentiel. Je voudrais terminer par un mot sur Chrétien et culture. Je crois qu'il y a un écran qui doit passer. Juste pour rappeler que les personnes qui souhaitent soutenir notre action on peut toujours donner, comme toutes les associations, mais on peut aussi s'abonner à Chrétien à culture, c'est 25 €. Vous pouvez le faire sur le site internet. Voilà, sur le site de chrétieneculture.fr. Si je n'ai rien oublié, je vous dis merci et bonne soirée. Bonne soirée. Merci à tous pour cette bonne soirée, ce bon moment de partage. Merci beaucoup.